On va démarrer par l'économie et je voudrais qu'on démarre par une question de Madame Mayou, puisque l'économie, c'est la préoccupation des Français. On le sait, l'emploi, c'est un sujet qui préoccupe les Français. Vous avez une question, je crois, sur les TPE. Voilà, tout à fait. Donc, Monsieur Hamon, comment relancer aujourd'hui l'économie? C'est quelque chose de fondamental. Redonner confiance, et en particulier aux 90% du volume économique de la France qui correspond aux TPE, en augmentant les charges. En particulier, il est clair que maintenir, voire augmenter le revenu minimum peut apporter une augmentation des charges. Les gens ne comprennent pas je dirais, cette accumulation de promesses, et on a un peu le sentiment que c'est ce qui explique le désamour entre les Français et les hommes politiques. Alors Benoît Hamon, la relance de l'économie via les TPE, comment on peut les aider davantage? Si je comprends, il y avait deux questions. Tout à fait, il y avait deux parce questions. Il y a l'idée que, si je comprends bien, le revenu universel d'existence augmenterait les charges. Le principal mérite d'un revenu universel d'existence, imaginons-le, si une personne touche une auxiliaire de vie, admettons 1300 €, elle travaille tous les jours à faire les soins à domicile des personnes, et d'un coup, c'est 1300 € plus 750 €. Que se passe-t-il? Est-ce que son salaire augmente ou est-ce qu'il baisse? Incontestablement, en période de chômage de masse, il est fort probable que dans des secteurs qui sont des secteurs où il est assez facile de recruter, il y aura une baisse des salaires qui va être directement, et donc une baisse du coût du travail directement impactée par la mise en œuvre du revenu universel. Comment se finance-t-il? Là, la vraie question, c'est est-ce que demain, on continue à avoir une protection sociale financée par le travail? Aujourd'hui, pour faire vite, en fonction du nombre de salariés dans une entreprise que l'on paye et que l'on cotise pour la sécurité sociale quand on est employeur, ou est-ce qu'on le finance sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite par l'entreprise? Et ce qui est une question tout à fait clé, parce qu'elle nous permet de résoudre le sujet suivant, c'est comment financer la sécurité sociale. Et il me semble que là où la machine, le robot ou l'algorithme se substitue au travail humain, il n'est pas illégitime de penser sous une forme ou sous une autre, dans des secteurs notamment non délocalisables, comment on met à contribution la machine en lieu et place de l'homme, pour que, après tout, ce qui nous intéresse, c'est pas le bonheur des machines, c'est le bonheur des hommes, et qu'ils soient, quand ils font un travail pénible, d'ailleurs je regrette qu'Emmanuel Macron remette en cause la réforme sur la pénibilité, c'est dommage, que quand on vit 8 ans de moins, parce qu'on a eu un travail difficile, on est légitime à partir à la retraite plus tôt. Et je le dis, ça c'est la justice sociale. Et le fait de remettre en cause la pénibilité, c'est d'autant plus dommage que c'est ignorer le fait que quand on part déjà non seulement tard, mais qu'on est malade beaucoup plus tôt, parce qu'on a eu un travail à cadence forte, on a travaillé la nuit, qu'on a porté des charges lourdes, il me semble légitime qu'on puisse prendre en compte la pénibilité. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est la justice sociale. Alors, et je commencerai par ça, avant de poser la question qui nous est posée toujours en un, c'est comment on finance. C'est évidemment une question importante, j'y répondrai tout au long de cette campagne présidentielle, mais ce qui me préoccupe, c'est la justice sociale, c'est la passion qui m'anime. Sur les TPE, plus globalement, parce que c'est important pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Mais bien évidemment, mais il y a comment on les aide davantage? Ils sont souvent exempts et les charges sont très lourdes quand même. Mais on peut imaginer différents dispositifs, parce qu'il y a TPE et TPE, pardon de le dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des secteurs dans lesquels on peut, avec une start-up, et d'ailleurs dans la loi Macron, il y a eu la possibilité de défiscaliser la distribution d'actions gratuites. L'objectif était de permettre aux start-up qui ne distribuent pas de dividendes ou de salaires de pouvoir, aux jeunes start-upers de se rémunérer. Bonne initiative, sauf que la disposition a profité à qui? Aux managers du CAC 40. Et que grâce à la disposition, on vient de voir... Là, cette année, les salaires augmentés de 18%, grâce à quoi? La défiscalisation d'actions gratuites. J'en profite pour le dire à la représentante d'En Marche, mais à tout le monde. Est-ce que c'est normal qu'on refiscalise les heures supplémentaires et qu'on défiscalise les actions gratuites? Est-ce que c'est normal que la loi Macron encourage, ou en tout cas la loi El Khomri, qui est soutenue par Emmanuel, encourage le fait qu'on puisse désormais payer une heure supplémentaire 10% de plus et pas 25%? Donc le travail est moins bien payé. Mais par contre, l'action gratuite, elle est défiscalisée pour l'employeur comme celui qui en bénéficie. Et moi, je considère que quand c'est ciblé, comme pour le CICE, comme pour des mesures comme celle-là, sur les petites entreprises, ça peut avoir du sens. Mais quant au prétexte d'aider les petites entreprises, en réalité, on nourrit les grosses, eh bien, je pense que c'est de l'argent très mal utilisé, et c'est pas un bon usage de l'argent public. On a une question d'un Rouennais, Alexandre Martini, qui vous pose cette question. Il est cofondateur de la Normandie Factory, qui est un incubateur et accélérateur d'entreprises à Rouen. Comment adapter le droit du travail avec des jeunes qui n'ont plus d'horaire et aiment travailler en mode projet intensément, parfois une nuit entière? C'est vrai que la question du droit de travail, elle a été posée lors de cette primaire de la droite, par exemple, ces dernières semaines. C'était un des sujets qui était questionné
est diffusé au cours de l'après. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu président de la République? Est-ce que le droit du travail, vous le réformerez? Bon. C'est un vaste sujet, mais peut-être sur 2-3 propositions. Il y en a qui aiment bien travailler la nuit, il y en a qui aiment bien travailler le jour, il y en a qui ont des métiers qui sont passionnants, et il y a aussi des gens qui se lèvent le matin et qui n'ont pas un métier passionnant, même quand ils sont jeunes. Ce que j'aimerais, c'est que les lois travail ne soient pas faites juste par des gens heureux d'aller travailler. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent au travail, pathologies psychiques, etc. Et il faut en tenir compte. Je dis ça parce que on a chez les responsables politiques une sorte de vision un peu béate et naïve du travail. Première chose. Ce que je sais, c'est qu'on ne travaillera plus comme auparavant. Et il est incontestable aujourd'hui que le travail salarié existe, mais qu'on peut avoir des formes de travail liées à l'auto-entrepreneuriat, liées à ce qui peut se passer dans l'économie sociale et solidaire, au travail indépendant, qui vont nous amener, donc je l'évoquais tout à l'heure, à changer de métier, à devoir se former, à prendre du temps pour pouvoir avoir un projet de création d'entreprise, d'association, etc. Ce qui me semble, c'est que la responsabilité qui est à notre puissance publique, elle n'est pas de tout organiser dans la vie de ces jeunes ou de ces travailleurs. Elle est de garantir que quel que soit le travail que j'ai, la protection sociale dont je bénéficierai sera la même. Et c'est pour ça que sur le travail indépendant, par exemple, moi ce qui me heurte, c'est que à revenu identique, travail identique, contribution identique, la protection ne soit pas la même. Et c'est pour ça que je veux travailler, moi, de mon côté, un statut social unique de l'actif, parce que c'est ce qui me semble être la garantie que nous devons apporter à celles et ceux qui vont librement, à un moment ou pas, ou contraints, devoir changer de vie, changer de métier. Et je ne suis pas... Alors si votre question, c'est est-ce que je suis favorable à cette mesure que je trouve un peu absurde, de remettre en cause les 35 heures juste pour les jeunes. Par exemple. Oui, non, je trouve que si ça c'est la révolution... Oui, c'est une mesure, précisons-le pour nos auditeurs, portée par Emmanuel Macron. Oui. D'ailleurs, je vois qu'Elisabeth Mayou a le livre d'Emmanuel Macron qu'elle voudrait certainement vous faire dédicacer parce qu'elle l'a aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, je crois. Je le connais bien, je l'aime bien en plus. Je sais bien, vous le connaissez bien. Je pense qu'il est aussi crédible en étant candidat à la Révolution que je suis crédible à être candidat au MEDEF, si vous voulez. Alors, Elisabeth Mayou, vous avez une autre question et ensuite une autre question qui viendra de la part de Stéphane Stankovic. Allez-y, Madame Mayou. Oui, effectivement, bon, c'est une question qui va peut-être nous faire sortir du débat sur lesquels on est d'accord quand même avec Emmanuel, j'en ai plein, vous savez. Bien sûr, mais ça, j'en doute pas. Effectivement, sur la pénibilité, je crois qu'il y a avant tout une question de définition de ce qu'est la pénibilité. Et là, c'est en tant que patron, je le vis suffisamment bien pour savoir que il y a effectivement la définition de la pénibilité dans la loi était pas tout à fait suffisamment applicable. Ensuite, bon, pour ce qui concerne la flexibilité du temps de travail, je crois que ça correspond à un véritable besoin et une véritable nécessité. Bon, ceci étant, la question était revenez un peu sur les propos que vous avez eus en introduction concernant cette volonté que vous avez de faire une distinction entre la droite et la gauche. Et pour moi, je me demande toujours si c'est une réalité, s'il faut mettre les gens dans des cases. Aujourd'hui, 30% des personnes qui ont voté aux primaires de la droite se déclaraient entre guillemets de gauche. Ça veut dire que 30% des électeurs... Pardon ? 13% sont allés voter, 13 à 15%. Oui. 15%. 650 000 électeurs. Bon, ça fait 15% de droite. Est-ce que ça veut dire que 15% de droite vont voter aux primaires de gauche ? Mais c'est une vraie question, Benoît Hamon, peut-être sur la... Je pense que c'est un des éléments que porte Emmanuel Macron. Non, mais on sait pourquoi beaucoup d'électeurs de gauche ont été. Ils ne voulaient pas Nicolas Sarkozy. Et personne ne s'en est caché. C'était le sujet. Je pense que les électeurs de droite viendront moins nombreux à la primaire de gauche, je le dis. J'entends le ni droite ni gauche, mais je le comprends d'autant moins que dans ce livre, il dit qu'il est de gauche. Donc, donc c'est qu'il n'est pas ni droite, c'est que tout ça ne veut pas dire grand-chose. Faut choisir à un moment. Soit on est de gauche, soit on est ni de droite ni de gauche, mais ce que je l'invite, c'est à clarifier. Mais vous portez un projet de gauche. Mais oui, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, il me semble que ce qui m'inquiète, moi, et là je pense qu'on peut partager cette inquiétude, je suis même sûr qu'on la partage, c'est l'évolution d'un débat où finalement on passe de deux options qu'on peut proposer, la gauche et la droite. Moi je ne dis pas par exemple, ce que je dis c'est la vérité. C'est une option que je propose. Ça n'est pas la vérité et François Fillon mentirait. Ce ne serait pas le projet du mensonge contre le projet de la vérité. Mais aujourd'hui on a une évolution du clivage droite-gauche vers un clivage moral, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça m'inquiète parce qu'on va transformer les adversaires politiques en ennemis. Et le jour où nous n'avons plus en face de nous d'adversaires qui proposent un autre projet, mais des ennemis finiront par nous combattre. Et c'est la violence qui viendra. Et c'est la raison pour laquelle moi je veux assumer un projet de gauche qui avec des valeurs assez claires, je l'ai dit, la passion de la justice sociale, de l'égalité,
on peut. Puis l'égalité, c'est pas la même voiture, le même salaire et le même logement pour tout le monde, parce que souvent on est caricaturé. Mais voilà, c'est assez simple. Et oui, je revendique, par exemple, un projet qui reste européen. L'Europe, elle va mal et je vois bien, elle est à mes yeux trop libre-échangiste, elle ne se protège pas, elle protège pas ses intérêts. Mais ça n'empêche que j'ai pas envie de rapatrier les frontières au niveau de l'Hexagone et de considérer que c'est voilà, dans la France et seulement entre nous qu'on s'en sortira le mieux. Donc je reste européen et ça me semble être quelque chose aussi qui clive aujourd'hui la société française. Donc regardons ce qui fait les différences réelles. Et je pense qu'on retrouvera le clivage droite-gauche assez facilement. Alors les différences réelles, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, ou ce qui nous intéresserait, de savoir qu'est-ce qui vous distingue réellement de Montebourg et d'Emmanuel Macron. En quoi les auditeurs qui vous écoutent là, qu'est-ce qui ferait qu'ils voteraient pour vous à la primaire et pas pour les deux autres? J'aime pas qu'ils écoutent ce que je dis et pas ce que j'aurai à dire sur les autres. C'est d'abord ce qui m'intéresse. Moi, je suis par exemple aujourd'hui, et peut-être que ça va vous surprendre, je fus croyant dans le mythe de la croissance, je ne crois plus. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y aura de la croissance économique. Je pense que ce mythe-là, nous lui sacrifions de l'argent public, des droits sociaux, et la croissance pourtant ne revient pas. Non seulement elle ne revient pas, mais quand elle revient, elle continue à être puissamment inégalitaire. Et il me semble aujourd'hui qu'il faut changer de modèle de développement. Et changer de modèle de développement, c'est viser un projet qui soit sobre sur le plan écologique et riche en emplois. Est-ce possible? Il me semble que oui, et je développerai un certain nombre de propositions en ce sens. Mais ça veut donc dire que je ne me tournerai pas vers l'avenir en disant le seul indicateur à partir duquel se détermine le bonheur des foules, c'est la croissance du PIB. Elle dit des choses, la croissance du PIB, c'est utile en comptabilité, mais elle ne dit pas le niveau de santé de la population, elle ne dit pas le niveau d'éducation, elle ne dit pas le niveau des inégalités. Et il me semble aujourd'hui, pour ne prendre qu'un exemple, qu'à partir du moment où on parle de la croissance, le chiffre qui nous préoccupe, c'est le taux d'emploi, mais on se désintéresse du taux de pauvreté. Vous savez quel est le taux de pauvreté en Allemagne? Les personnes sous le seuil de pauvreté, il est de 17%, supérieur au taux de pauvreté en France. Le taux de pauvreté en Angleterre, il est de 16%. À quoi s'intéresse-t-on? On regarde leur taux d'emploi. Effectivement, il est bien meilleur que le nôtre. Ils sont entre 5 et 6% de taux de chômage. Et moi, j'aimerais qu'on soit entre 5 et 6% aussi. Mais je ne veux pas qu'on arrive à 5 ou 6% en augmentant le nombre de pauvres. Parce qu'il me semble que dans une société riche, plus riche qu'elle ne l'a jamais été, viser l'objectif de diminuer la pauvreté est un éminent objectif de politique. Et c'est là-dessus que je me concentrerai. Et c'est pour ça que dans les politiques économiques, je veux qu'on ne parle pas que de PIB et de croissance du PIB, surtout quand la croissance du PIB peut se faire au détriment de notre environnement et de notre climat et de notre santé. Stéphane Stankovic, donc vous avez des questions, vous aussi. Oui, j'en avais plusieurs, mais là, en liaison avec le sujet, pour les égalités sociales, c'est très très bien, mais quels sont les leviers finalement économiques pour permettre ça vous concernant? Comment vous souhaitez faire en fait? En matière d'égalité? Non, pour payer toutes ces égalités. Ah oui, mais pour payer, évidemment, ces questions-là sont des questions importantes. Je vous disais tout à l'heure... La TVA à 20%, c'est très bien. Non, mais l'augmenter, ça n'a pas une grande utilité, au-delà du fait que la TVA, quand même, soit la meilleure source de revenus. Ah oui, non, mais ça, c'est dès que vous augmentez la TVA, vous remplissez les caisses de l'État. Vous savez, je rentrais d'une rencontre avec les agents des impôts, des fonctionnaires peu populaires, sauf que c'est ceux qui permettent de financer toutes les politiques publiques. Et ce qui me frappait quand ils évoquaient la réduction des effectifs pour ne parler que du Calvados, depuis 2010, plus de 250 agents en moins. Ils me disaient non seulement on contrôle moins, alors on peut être content d'être moins contrôlé, mais n'empêche que ceux qu'on aimerait contrôler, c'est ceux qui ont les plus grosses fortunes et qui essayent d'échapper à l'impôt, il en reste quelques-uns, mais surtout on recouvre moins bien. C'est-à-dire que dans la mission de collecte de l'impôt, on fait moins bien notre travail. Il me semble que dans ce domaine-là, il faut en tout cas faire en sorte que... Si vous n'augmentez pas la TVA, quels sont vos leviers en fait pour permettre cette égalité? Je les ai évoqués en quelques mots. Il me semble aujourd'hui que sur l'assiette des prélèvements, sur l'impôt sur le revenu, je reste favorable, je le redis, à la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qu'on ait enfin un impôt unique, qui est payé d'ailleurs par tout le monde, puisque tout le monde paye de la CSG, mais que les tranches soient claires et qu'on y voit beaucoup plus clair, qu'on sache pourquoi on paye et qui paye de l'impôt. Donc cette réforme qui était un engagement de François Hollande, qui l'a enterré, avec le prélèvement à la source et la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, ça me paraît être une réforme fiscale toujours aussi indispensable. Sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui est un impôt qui aujourd'hui pèse sur les sociétés, à juste titre, puisqu'il est normal qu'elles soient taxées sur leurs bénéfices. Moi, je souhaite que l'on reparle et que l'on remette en œuvre la modulation de l'impôt sur les bénéfices des sociétés selon que les bénéfices soient réinvestis ou pas. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que
beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et notamment les petites et moyennes entreprises, payent l'impôt très près du taux, qui est celui de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, même s'il vient d'être baissé, quand les grandes entreprises, par des stratégies d'optimisation fiscale, payent en moyenne 8% d'impôts. En gros, plus vous êtes gros, moins vous payez d'impôts sur les bénéfices des sociétés. Ce qu'il me semble, c'est qu'aujourd'hui, quand ces sociétés-là, elles, payent non seulement peu d'impôts, mais distribuent beaucoup de dividendes, il serait logique que l'on favorise les PME qui, elles, réinvestissent et réinvestissent beaucoup, parce qu'elles ont besoin de conserver leur marché, et que la modulation de l'IS, selon que les bénéfices soient réinvestis ou pas, permettrait de redonner des marges de manœuvre et de la respiration aux PME, aux TPE, et à toutes celles et ceux qui sont dans des concurrences assez féroces et où elles ont besoin de restaurer leurs marges. Donc moi, voilà une réforme que je proposerais, et j'ai évoqué tout à l'heure, et je ne veux pas esquiver cette question, parce que c'est une question lourde, la manière dont demain, on peut financer, pour partie, le revenu universel. Le revenu universel, ou de toute façon la pérennité de la sécurité sociale, si on ne change pas l'assiette des cotisations patronales, si on ne passe pas d'une assiette assise sur les salaires à une assiette sur la valeur ajoutée, nous n'y arriverons pas. Je le dis simplement, ça changera complètement la structure des prélèvements, parce que ça voudra dire qu'une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre, dans le nettoyage industriel par exemple, où il y a beaucoup de salariés, peu payés, mais qui fait peu de bénéficier de marge, on paye beaucoup de cotisations. Par contre, avec chiffre d'affaires équivalent, dans certains secteurs des services, vous pouvez avoir peu de salariés, un gros chiffre. La première cotise beaucoup à la Sécu, la seconde cotise peu parce qu'elle a peu de salariés. La question, c'est si demain l'assiette, c'est la valeur ajoutée, effectivement, on fera contribuer quoi ? Davantage qui relève de la richesse immatérielle, davantage de ce qui est de la richesse produite par les robots, les machines, et c'est ce qui me semble être aujourd'hui une des réformes fiscales les plus urgentes. Stéphane Sankovic. C'est une modification des prélèvements pour créer bien évidemment du revenu. Mais pourquoi on ne va pas chercher la TVA au lieu de l'augmenter d'ailleurs ? Par ailleurs, je ne suis pas forcément pour. Là où on n'en crée pas, c'est-à-dire sur les sites de particulier à particulier. Je pense que Le Bon Coin, par exemple, a créé une grande difficulté pour la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe que tout s'échange, tout se donne ou tout se vend de particulier à particulier. Et tout ça, c'est non taxé. Et c'est bien dommage, parce que c'est une manne financière extraordinaire pour l'État, ce qui évite de taper sur les entreprises, ou même, et donc de baisser les salaires, etc. etc., etc. Benoît Hamon. Point d'accord. Les plateformes collaboratives, c'est extraordinaire, parce que ça vous permet d'abord d'être entré en contact avec, le seul intermédiaire que vous avez, c'est finalement une plateforme. Oui. On supprime finalement toutes les intermédiations qu'il y avait auparavant, et il y a la plateforme qui vous permet de vous rencontrer. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, faut bien, la plateforme, son modèle économique, c'est le prélèvement qu'elle opère sur la transaction qui est liée au fait que, voilà, vous avez un grille-pain à vendre et j'ai un grille-pain à acheter, on se rencontre et on fait affaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement un modèle économique qui n'a pas pensé comment taxer et prélever un impôt sur les revenus qui sont dégagés avec Airbnb, avec Blablacar, avec toutes ces plateformes qui sont des plateformes dans lesquelles on sait qu'on peut dégager des revenus qui sont bien supérieurs à l'idée qu'on se fait du petit complément quand on loue son logement pendant 15 jours à Paris parce qu'on part en été ailleurs. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie industrie qui s'est organisée et qui échappe à l'impôt. Vous avez raison, et de toute façon, aujourd'hui, tout le monde réfléchit à la façon dont, à partir d'un certain seuil de revenus dégagés, on rend obligatoire pour les plateformes collaboratives la transmission d'informations à l'administration fiscale sur les revenus réalisés par les parties sur ces plateformes collaboratives. L'objectif, il est, et je pense que c'est légitime, qu'on ne se retrouve pas dans des formes de concurrence déloyale où, comme il s'est passé dans certaines villes, grâce à la mode Airbnb, dans les faits, l'industrie hôtelière, elle se retrouve, mise parfois en difficulté, mais pire, c'est qu'une partie des logements sont neutralisés pour être loués très très cher à des personnes qui viennent pour du tourisme et ne plus être loués comme elles l'étaient auparavant à des personnes qui vivent ici, des Français, des travailleurs français, et qui, à des loyers beaucoup moins chers, auparavant, occupaient ces logements. Donc quand on en arrive à un arbitrage qui préfère faire Airbnb, donc louer épisodiquement très très cher à des touristes des logements qui étaient auparavant destinés à des classes moyennes, des classes populaires dans les centres-villes ou dans les métropoles, ça pose un problème parce que ça expulse une partie de la population en dehors de l'activité. Maxime. Maxime. Sujet du CICE, Stéphane Coquelin, expert comptable à Caen. Crédit d'impôt donc sur la compétitivité des entreprises mis en place par le gouvernement Hollande. Il estime, lui, que c'est un échec, que les entreprises sont étouffées.
Échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez ? Il n'y a pas eu assez, ça n'a pas généré suffisamment de création d'emplois en tout cas. Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas généré assez de création d'emplois, on est bien C'était le d'accord. but, c'était l'objectif. Mais pourquoi ? Parce que la réalité, ça a restauré les marges, ça c'est incontestable. Les entreprises ne nient pas qu'aujourd'hui, les marges ont été restaurées et par le pacte de responsabilité et par le CICE. Après, quand on met sur la table 40 milliards et qu'on ne négocie aucune contrepartie, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces contreparties naturellement tombent. Ce qui me semble, moi, ce que j'avais déjà défendu quand j'étais membre du gouvernement, deux choses j'avais défendu. La première, c'est qu'on cible le CICE sur les entreprises, les secteurs de notre économie qui sont les plus exposés à la concurrence internationale. Sinon, on arrose le sable, pardon de le dire, mais donner du CICE à des entreprises qui n'ont pas de problème fondamental aujourd'hui de marge, qui n'avaient pas de difficultés spécifiques en termes de concurrence, de coût du travail. Alors, on veut toujours, quand on est chef d'entreprise, que le coût du travail soit le plus bas possible, encore que c'est assez sot, parce que faut quand même tenir compte du fait que plus un salarié, c'est une vieille équation fordiste, mais quand un salarié vit bien, tire un revenu correct de son salaire, de son travail, et qu'il est en bonne santé, il est aussi beaucoup plus productif, et que vaut mieux des travailleurs en bonne santé, bien payés et heureux de venir bosser, que le contraire. Mais moi, je pense que ce qu'il faudrait absolument faire, c'est cibler le CICE, comme aujourd'hui, on dispose d'outils de fiscalité, comme le crédit impôt recherche. Si je devais créer un nouveau crédit d'impôt, si je devais en créer un, ce serait un crédit d'impôt sur l'innovation sociale, parce qu'il me semble aujourd'hui que dans ce champ-là, et dans ce secteur où beaucoup d'entreprises privées non lucratives ou lucratives décident d'offrir dans le domaine de la santé, de la prise en charge du vieillissement, de la petite enfance, des services à la population, et est innovante, par exemple des crèches 24 heures sur 24, c'est innovant, eh bien moi je pense que là il faut faire du crédit d'impôt. Là il faut cibler des mesures qui, sur le plan fiscal, aident ces entreprises à se développer et à rendre des services. Voilà une mesure que je pourrais mettre sur la table. Stéphane Sankovic, une question sur l'immobilier, et puis on passe à Lucie Salé. Allez-y. Sur l'immobilier, oui. Moi, c'était la question que j'avais posée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un grand nombre de transactions qui sont faites de particulier à particulier. Et c'est vrai que ça représente une manne financière extraordinaire en termes de TVA. Et moi, je me suis longuement posé la question de savoir comment on pourrait faire pour calquer sur les pays anglo-saxons où il y a 90% des transactions qui se font par agence immobilière. Et c'est une manne financière pour l'État énorme également, quoi. Et je pense tout simplement que d'engager la RCP des professionnels serait une bonne chose. Je sais que les fédérations sont contre, mais je trouve, moi, personnellement, que ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait plus grand intérêt pour un particulier d'acheter par un professionnel qui engagerait sa RCP sur une malfaçon ou autre, dans le cadre d'une transaction immobilière. Et je trouve dommage que ce soit des secteurs d'activité comme celui-ci ou d'autres qui ne sont pas du tout revus, retravaillés, et où c'est, à mon avis, à ce niveau-là qu'il faut aller chercher l'argent. Je me permets d'évoquer ça comme ça, puisque je pense que c'est fondamental. Oui, je trouve que d'abord, ce sont des solutions, en tout cas des remarques, des observations sur un métier que vous connaissez parfaitement bien, qui sont évidemment très intéressantes. Il me semble que, au-delà, ce qui me paraît urgent dans le domaine du logement, c'est d'organiser le plan de rénovation thermique des logements, qu'il s'agisse du parc privé comme du parc social, parce que d'abord là, il y a une manne considérable pour le BTP, mais surtout une urgence, puisque de facto, si nous voulons respecter nos objectifs en matière de lutte contre le gaspillage d'énergie, la mise aux normes de nos logements pour qu'ils soient moins en précarité énergétique, que ce soit moins des passoires, elle est urgente. L'enjeu là, il est tout particulièrement de voir comment, au-delà des bailleurs sociaux, on pourrait imaginer d'ailleurs des systèmes qui encouragent les plus vertueux, mais sur le parc privé, comment est-ce qu'on construit une politique qui stimule la rénovation thermique, parce que, rien que pour prendre Paris, vous voyez, les passoires énergétiques, il y en a partout. Plus largement sur l'écologie, j'ai l'impression que tant à droite qu'à gauche, c'est un peu passé à la trappe dans ces primaires, dans ces questions. Je me trompe ou où sont les sujets, où sont les vrées propositions pour l'écologie? Vous en faites une, mais... À droite, c'est pas le cas, mais dans un mauvais sens. Quand François Fillon dit « Je remettrai en cause le principe de précaution inscrit dans la Constitution par Jacques Chirac », c'est un changement considérable. Ça veut dire que ce principe de précaution qui est là pour nous éviter que demain des innovations industrielles ou technologiques se traduisent par de grands périls en matière de santé publique, ce qui était une vraie victoire, mais je crois quelque chose de visionnaire de la part de Jacques Chirac, ce serait très dangereux. Ce qui montre à combien aujourd'hui François Fillon est perméable au lobbying d'un certain nombre de grandes entreprises industrielles, de chimiques, pétrolières, etc., etc. Parce qu'on sait qui est derrière historiquement cette revendication-là. Et vous, président de la République, vous seriez solide face à ces
lobby. Moi, j'ai fait une loi qui s'appelle la loi consommation, qui a fait l'action de groupe, qui a permis aux gens de quitter leur assurance quand ils le veulent, qui a passé la durée de vie des produits ou la garantie de 6 mois à 2 ans, qui a, dans bon nombre de domaines, vous permet de changer d'assurance emprunteur pendant 1 an, c'est même étendu. Je peux vous assurer que le lobbying de l'industrie financière, assurantielle, et puis même de beaucoup de lobbying, je l'ai vu, connu, il est même rentré dans mon bureau à plusieurs reprises. Ça m'a pas empêché de faire une... Oui, mais parce que c'était juste, donc quand c'est juste, il n'y a pas de raison de ne pas tenir. Lucie Salé, donc je rappelle que vous êtes infirmière, vous avez peut-être une question sur la santé? Oui, quelque chose de tout simple. Aujourd'hui, les professionnels de santé, malheureusement, sont en souffrance. Vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a eu 5 suicides d'infirmières cet été. On en a à peine parlé. Il y a des manifestations depuis la rentrée. Je voulais savoir si vous aviez un message à passer aux professionnels de santé en France. Benoît Hamon. Bon, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, ce métier-là, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé. J'ai été interpellé par des aides-soignantes, mais les auxiliaires de vie m'ont dit la même chose. Elles me disent, aussi bien en EHPAD que parfois dans certains établissements où il y a des soins de suite, etc., des personnes âgées, normalement, une toilette d'une personne, c'est 25 minutes. Aujourd'hui, pardon pour vos auditeurs, je vais dire ce qu'on m'a dit. Désormais, on fait des toilettes dites tête-cul, c'est-à-dire des toilettes de 10 minutes, parties intimes et visage. Une couche qui doit être changée toutes les 4 heures, on ne la change que toutes les 8 heures. Bref, l'exigence qui est celle de s'occuper de plusieurs personnes à la fois vous amène à maltraiter quelque part vos patients. Et ces personnels soignants disent souffrir du fait qu'elles sont obligées de maltraiter leurs patients. Et parfois même, c'était ce qui m'a frappé, de devoir dire à une jeune en bac pro qui fait son premier stage dans un établissement, de dire bah non, tu peux pas faire ce qu'on t'a appris dans l'éducation nationale, c'est-à-dire faire 25 minutes. Ici, ce sera en 10 minutes. Donc elles désapprennent à faire la manière de faire correctement leur travail. Et donc montre quoi? La perte d'estime de soi, la souffrance au travail, qui est très importante aujourd'hui à l'hôpital et qui, moi, m'amène à dire qu'il faut aujourd'hui que l'on cesse de penser l'hôpital seulement comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer au métier des soignants les mêmes critères de rendement et d'évaluation de performance que ceux que l'on calque sur le secteur privé. Aujourd'hui, les cliniques privées se rémunèrent avec des pathologies qui sont des pathologies très rémunératrices, quand l'hôpital, lui, a des obligations de service public et il y a une tarification dite à l'activité qui l'amène, en gros, la façon dont il est rémunéré, qui l'amène de toute façon, à ne jamais pouvoir être aussi rentable qu'une clinique privée. D'abord parce que vous avez des sans-domicile fixe qui viennent, des gens qui sont en CMU, des gens qui viennent aux urgences alors qu'ils devraient aller en médecine de ville. Bref, vous accueillez tout le monde et tout le monde ne paye pas. Et ces missions-là amènent les personnels soignants à parfois ne plus pouvoir supporter la pression. Et un personnel ou une infirmière en stress, c'est là, autant vous le dire, c'est tellement évident, c'est pas bon pour vous si vous êtes dans le lit. Et c'est pas bon pour vous si vous êtes la famille de celui qui est dans le lit. Donc il faut se poser la question de savoir comment demain, en termes d'organisation du travail comme en termes de recrutement, nous augmentons le nombre de personnels soignants dans les hôpitaux pour pouvoir avoir toujours un service public hospitalier de qualité. Sinon, on va finir par dire... Ne vous posez plus la question français. Quand même. Vous avez la réponse qu'il faut augmenter le nombre de personnels. Oui, moi, je vous dire, il y a 2 domaines où moi je vous ne réduisez pas le nombre de personnels. Pas à l'hôpital, pas à l'éducation nationale. Je les augmente dans les 2 cas. D'accord. Donc, contrairement à d'autres candidats de droite, pour le coup. François Fillon, s'il était désigné dimanche, par exemple. Dans l'éducation nationale, par exemple, sur ce qu'on appelle le cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, je pense, par exemple, qu'il faut avoir en moyenne, je dis bien en moyenne, un maximum de 20 élèves par classe. Si on augmente aussi les temps de formation continue pour les profs, ça veut dire que sur leur temps de travail, ils seront davantage en formation. Il faudra donc davantage de profs. Bon, donc oui, je pense que dans ces 2 domaines-là, il serait absurde de baisser la garde, sauf à vouloir mal être soigné et mal être éduqué. Alors Stéphane Beignet va vous poser des questions. Vous êtes professeur dans un collège de Caen, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Je suis professeur d'éducation musicale au collège Le Chanteur à Caen. Alors, allez-y, posez votre question à Benoît. J'avais beaucoup de questions. Mais on a encore un peu de temps, allez-y, ce que sont les questions importantes sur l'éducation. On aurait beaucoup de questions à poser à M. Hamon, surtout qu'il connaît bien le sujet quand même. Moi, j'en ai avoir une. D'abord, c'est... Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, rappelez-le pour les auditeurs qui l'auraient oublié. Oui, Monsieur le ministre, d'ailleurs... Parce que j'ai fait que 5 mois à l'éducation nationale. Je m'excuse, j'aurais dû vous appeler Monsieur le ministre. Plus vous êtes court, plus on parle de vous. Quoi. Stéphane Beignet. D'abord, vous parlez de recruter beaucoup de professeurs. Moi, j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour, on va dire... revaloriser et redynamiser un petit peu notre image. Et
Et ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, vite fait comme ça, parce que je sais que vous en êtes un petit peu à l'origine, c'est la réforme du collège. Et la réforme du collège appliquée si rapidement et dans un temps, on va dire, très très court. Enfin bref, avec toutes les difficultés. On peut dire aussi que le gouvernement est passé en force sur le sujet quand même, la réforme du collège. Sur la réforme du collège, bon, c'est le seul moment où je vais être un peu, comment dire, peut-être un peu moins... consensuel. Non, peut-être un mot moins cash que... Parce que je m'impose, depuis que j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, vous l'aurez observé, une forme de réserve par rapport aux choix qui peuvent être faits. D'abord parce que souvent je les approuve. Par rapport à la ministre actuelle. Et d'autres, oui, non, mais parce que je l'apprécie, je trouve que c'est une tâche extrêmement difficile. Cela étant dit, la réforme du collège, c'est pas moi qui l'ai préparée. Moi, j'ai bouclé la réforme des rythmes éducatifs et j'ai négocié les 3 ans de budget qui nous amènent jusqu'ici au dernier budget. Vous la regrettez, la réforme des rythmes éducatifs? Non, que beaucoup de Français la regrettent. Non, mais on en fera le bilan. Non, mais je vais revenir au collège. Oui, mais sinon, monsieur le professeur au collège, professeur des écoles, il va me sur le rythme éducatif. Non, mais la réforme des rythmes éducatifs, elle donne une matinée de plus pour apprendre les fondamentaux. Notre problème, notre système éducatif, là où il dysfonctionne, c'est qu'en fin de CM2, sur le lire, écrire, compter, le niveau attendu des élèves ne soit pas au rendez-vous. Et pour de nombreux d'entre eux, c'est pas la faute des professeurs des écoles, c'est la faute d'abord des rythmes. On a des journées trop intenses pour les enfants. Et puis, de surcroît, d'une organisation de notre système éducatif et de programmes qui n'étaient pas adaptés justement à ces attendus de l'école primaire. Donc on a changé les programmes, changé les rythmes. L'objectif, c'est qu'un matin de plus, puisque ce sont des moments de concentration privilégiés pour les enfants, cela nous permet d'augmenter le niveau des élèves sur le français et les mathématiques. Alors, la question, M. Beignet. D'abord, il est sur une discipline qui est en plus évaluée de manière particulière dans le DNB, puisqu'on presque DNB. Oui, voilà. Brevet des collèges. Brevet des collèges. Non, mais voilà, justement, c'est pour ça que je lui en parle. Aujourd'hui, on a en France, peut-être nos auditeurs ne le savent pas ou pas assez, un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, c'est-à-dire ce que nul n'est censé ignorer au terme de sa scolarité obligatoire. Et ce qui nous amène à évaluer au moment du brevet des collèges les élèves selon ou des connaissances, des disciplines ou des compétences. Il y a un certain nombre des disciplines, l'éducation physique et sportive, ce qui relève de la musique, des arts, etc. Et maintenant évalué non plus comme une discipline à part entière, mais selon sa contribution au langage des arts et du corps, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, qui est une compétence que chacun doit avoir. Pas aux enfants à parler non plus. Oui, non, mais voilà. Mais donc, bon, bref. Donc, il y a des discussions. Ce que je pense, c'est que cette réforme, elle doit être évaluée. La réforme du collège, elle visait à lutter contre les inégalités. Et c'est, je crois, le sujet qui doit nous obséder. Parce que ce que moi, je n'accepte plus, et je l'ai dit à des professeurs, je l'ai dit pas qu'à des professeurs, parce qu'il n'y a pas que des professeurs dans les écoles, mais aussi beaucoup aux parents d'élèves, ce qui n'est pas normal, c'est que la France soit le pays dans lequel il soit le plus simple de dire à un enfant où il va finir son parcours scolaire en regardant l'origine sociale qui est la sienne, c'est-à-dire le métier de ses parents. Ça, c'est la réalité du système français. On a beau avoir la Déclaration des droits de l'homme qui proclame l'égalité à l'entrée de tous nos établissements, nous sommes le pays où les inégalités scolaires et sociales vous amènent à avoir un destin scolaire très corrélé à votre origine sociale. Fils d'ouvrier, vous avez plus probablement, vous serez employé ouvrier vous-même, ou fils de cadre vous-même. Donc on a quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, c'est la manière dont on évalue les enfants. Je le dis, c'est la manière dont aujourd'hui on trie par l'échec, et le collège y contribuait jusqu'ici, et la manière dont on permet, par des stratégies qui sont ou des stratégies des familles, de choisir les bonnes options qui vous permettent d'aller dans les bons collèges, ou dans les faits d'être toujours dans les bons établissements et d'échapper aux règles de mixité sociale, finalement de construire des trajectoires qui favorisent toujours les mêmes. Et ces questions me paraissent centrales, c'est pour ça qu'on a essayé d'engager une réforme du primaire, puis du collège à la suite. Je sais les critiques qui existent, mais sur le type d'enseignement qu'on a voulu mettre en place, la possibilité d'être davantage polyvalent, bref. Mais je crois qu'il faut donner une chance à cette réforme. On en fera l'évaluation. Le problème, c'est qu'on se donne... L'éducation, c'est pas du court terme, comment vous dire ça ? C'est pas d'une rentrée à une autre qu'on constate le miracle qui serait celui de la réforme des programmes. Vous êtes en train de dire, c'est que sur un quinquennat, évitons de changer de ministre 3 fois, quoi. On peut dire ça, c'est une manière de voir les choses. Monsieur Olivier Biscay, je vous sens taquin. Vous reconnaissez là, non ? Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça. Non, elle a une question, monsieur Stankovic. C'est que je pense que déjà, pour donner l'exemple aux enfants, il faudrait éviter que les gens à l'Assemblée nationale s'endorment. Par exemple. Mais d'accord, mais s'il n'y avait que ça, ce serait facile. Alors attendez, pas tout en même temps. Ce qui se passe à l'étranger, est-ce que vous avez l'intention de faire pour les banques ? Exemple. Les banques, c'est-à-dire 35 ont été condamnés, je ne sais plus dans quel pays. Moi, je vais vous dire qu'une proposition que je vais faire très concrète sur les banques et vous.
et que je n'ai pas pu faire quand j'étais ministre de la Consommation, que je suis pas arrivé, finalement je suis parti à l'éducation trop tôt. Moi je souhaite ce qu'on appelle la portabilité du numéro de compte comme les numéros de téléphone. Pour changer de banque, c'est quand même pas si simple que ça, même si vous avez aujourd'hui des services qui vous permettent, soi-disant, de changer de banque. Si on avait le même numéro de compte qui nous permette de passer, par exemple, de la Banque Populaire au Crédit Agricole, comme on a un numéro de téléphone, ça faciliterait la fluidité du passage d'une banque à une autre et ça les obligerait, parce qu'ils n'auront plus de clientèle captive, à être un peu plus vigilantes sur les tarifs bancaires qu'elles vous imposent et bref sur la politique qui est celle qui vous amène à constater que quand vous regardez votre relevé de compte, vous avez plein de petites 2,1 €, 0,56 € de frais de dossier, etc., etc. Bref, à vous soulager de tout cela. Cette portabilité de numéro de compte, voilà ce que moi je souhaite faire dans le champ bancaire. Quand j'avais commencé à évoquer ça, la Fédération bancaire française m'avait dit « Ouh là là, c'est très compliqué sur le plan technique ». Pas m'expliquer qu'à l'heure des nouvelles technologies, un informaticien n'est pas capable de créer un numéro miroir au regard duquel on est capable de faire en sorte que ce numéro de compte unique, qui serait finalement associé à la vie de chacun, puisse exister. Voilà quelque chose que moi je voudrais faire pour qu'on puisse plus facilement changer de banque demain. Benoît Hamon, il y aura une question de Mayou, mais d'abord je voudrais vous répondre peut-être à la question de la revalorisation, parce que je ne vous ai pas tout à fait répondu. Est-ce que c'était une revalorisation salariale des professeurs? Non, pas du tout. Non, pas forcément. Forcément que ça passe par ici. Et vous pouvez répondre, Benoît Hamon. Peut-être allez-y, monsieur. Bien sûr que ça peut passer par une revendication salariale. Quand on voit le taux de rémunération d'un professeur français à l'échelle de l'Europe, après on dit qu'à l'étranger il travaille plus, moi je suis bien placé, et puis même à la station ils savent que moi je fais beaucoup plus que mon travail et que voilà quoi. Donc je veux pas entendre parler de ça. Moi je veux savoir c'est pourquoi d'abord on a du mal à recruter, qu'est-ce qui fait que notre métier est plus attractif, et c'est quoi la vision de monsieur Hamon pour l'enseignant de demain. Benoît Hamon, Elisabeth Mayou, le métier est plus attractif parce que beaucoup disent finalement ça a l'air d'être un métier très exposé, très stressant, et c'est vrai que auparavant être professeur c'était quelque chose de valorisant. Aujourd'hui ça peut inquiéter un certain nombre d'étudiants. Puis il y a des disciplines dans lesquelles je pense aux mathématiques, où être professeur de mathématiques ça rapporte beaucoup moins qu'être informaticien. Quand il y a une forte demande du secteur privé, ça vous amène à orienter les bons mathématiciens vers le secteur privé plutôt qu'une carrière de prof de maths. Cela étant dit, la bonne réponse, c'est celle que vous esquissez. C'est 1, le niveau de rémunération. Combien une nation entend elle payer ceux et celles qui éduquent nos enfants? Est-ce qu'ils sont assez payés? Je considère, moi, que non. 2, c'est la formation continue. Comment nous avons des professeurs qui peuvent, sur leur temps de travail, se former se former aux pédagogies numériques, à un certain nombre d'évolutions de leur propre discipline. Vous avez beau avoir des programmes qui parfois ne changent pas, il y a quand même des nouveautés dans le domaine des sciences, dans le domaine des mathématiques, il y a beaucoup de choses qui vous amènent à vous former. Troisièmement, et il y a la question de l'orientation fin de troisième, et derrière du lycée professionnel, lycée technologique et lycée général, on reste dans un pays où, soyons honnêtes, et je m'inclus, où assez naturellement on va essayer de pousser ses enfants à faire quoi? La filière générale. Parce qu'on n'a pas encore intégré culturellement qu'on peut être excellent pâtissier comme excellent philosophe. Donc vous, président, vous faites quoi par rapport à ça? Mais alors, ça pose la question de l'orientation fin de troisième qu'il faut revoir, la question de la valorisation du lycée professionnel et de le fait que le lycée professionnel honore sa promesse. Normalement, quand vous arrivez avec un bac pro, vous devriez pouvoir intégrer le marché du travail. Et si vous voulez faire une poursuite d'études, c'est plutôt en BTS. La réalité, c'est que c'est pas des bacs pro qui sont en BTS. Pareil pour l'IUT, qui est censé assurer la poursuite d'études de ceux qui sont en filière technologique. Mais c'est pas non plus beaucoup des gens de bac technologique qui sont en DUT. Donc on voit bien que ces filières d'enseignement supérieur sont colonisées par les bacs généraux, qui n'ont pas forcément de place là, et qu'on a un système qui là dysfonctionne. Et bien moi, je pense que ce qui devrait être crucial, c'est aujourd'hui mettre les moyens sur l'enseignement professionnel de façon à ce qu'on hisse, tant en termes de qualité des diplômes servis par l'éducation nationale, mais aussi, et presque plus, de reconnaissance et de réputation de ces diplômes, qu'on hisse l'enseignement professionnel à un niveau qui n'a pas atteint, pas parce que ses élèves sont mauvais et pas parce que ses profs sont mauvais, c'est parce qu'on continue, nous, à avoir une conception de l'éducation qui donne une forme de noblesse à l'enseignement général et, je ne sais pas comment dire ça, mais pas dans le mépris, mais dévalorise les formes alternatives à l'enseignement général, c'est à l'enseignement technologique et professionnel. Très synthétique. Très synthétique question. Juste une petite remarque et puis une question qui va peut-être servir de conclusion, j'en sais rien. Pour ce qui concerne l'ensemble des réformes que vous proposez, on constate aujourd'hui que effectivement, entre la production, entre l'idée d'une loi et la mise en place réelle des décrets, on a parfois entre 2, 6, voire 10 mois. Bon, les questions de l'écologie là-dessus sont assez pertinentes, je connais bien. Juste donc
Dernière petite question, comment ressentez-vous les préoccupations des habitants du Calvados aujourd'hui, pour parler un peu de région et de de la région département. normande peut-être plus largement, et puisqu'on plus est en largement la ici, Normandie. Je les perçois à travers d'abord les gens que j'ai rencontrés. Oui, on rappelle, vous étiez depuis 2 jours à la fois en Seine-Maritime et dans le Calvados. J'ai pas rencontré tout le monde et pas, bien sûr, évidemment, pas toutes les catégories d'habitants. Donc j'avais aujourd'hui dans le Calvados, c'était à dominante, on va dire, écologique. J'ai visité une exploitation bio. Au passage, j'ai la confirmation de ce que je savais, je devinais, en parlant avec une jeune salariée qui sort d'un lycée agricole, c'est que dans les lycées agricoles, on ne parle jamais de bio. On parle d'agriculture intensive. Votre prof en phyto, il va jamais vous dire que le bio, c'est bien. Eh bien, aujourd'hui, comment voulez-vous préparer nos exploitations à la transition si on ne forme pas correctement à ces alternatives dans les lycées agricoles, ce que je savais déjà, mais qui m'a été confirmé. Bon, ensuite, j'ai rencontré des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de l'économie circulaire et du recyclage, avec de très belles entreprises, à Caen, Air Pur, ce qui va se monter avec la COP 5%, où on est dans une logique... que je trouve intéressante, à la fois économique, on crée de l'emploi, mais on se préoccupe que notre modèle soit tempérant. Et autour de l'économie circulaire, il y a des gisements considérables d'emplois et d'activités très favorables à notre environnement. Donc c'était un angle que j'avais choisi. J'ai rencontré aussi des professeurs de sport, d'éducation physique aujourd'hui dans le Calvados. Comment je ressens ? Je ressens que dans le Calvados, il se dit à peu près la même chose que partout ailleurs dans le territoire. C'est que vis-à-vis des politiques, et je dis bien des responsables politiques, il y a une immense défiance. Et une immense défiance qui se nourrit de quoi ? Du fait que souvent les responsables politiques disent des choses mais font le contraire. Et surtout qu'ils donnent l'impression d'être totalement déconnectés de la vie réelle de leurs compatriotes. Bon, à partir de là, moi ce que je pense c'est qu'il ne faut pas dire je plie les gaules, je rentre à la maison. Il faut essayer de défendre les idées que l'on croit justes et les faire partager au maximum de gens. Mais est-ce que la constance, que tout à l'heure on évoquait en préparant cette émission, et en off, si je puis dire, François Fillon, qui lui a montré qu'avec constance, quand on est un peu constant sur quelques convictions, qu'on soit d'accord ou pas, on pouvait tracer un chemin. Est-ce que c'est un peu votre particularité, la révolution Macron ou la mode Macron aujourd'hui? Est-ce que ça vous perturbe dans votre campagne, par exemple? D'abord, moi j'ai du respect pour... j'ai dit que j'avais du respect pour mes adversaires de droite. Oui. J'ai du respect pour Emmanuel Macron que je connais. Donc comme je le connais personnellement, j'ai du respect pour lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais... Vous avez compris. Non, mais j'apprécie... j'aime qu'on me stimule intellectuellement. Et il me stimule, il fait des propositions, et je crois qu'en retour, je le stimule de la même manière. Et donc... ça peut être l'occasion d'un débat franc et à mon avis intéressant. Donc, et j'apprécie plutôt le garçon, je m'entends bien avec lui. Bref, mais ce que je crois, c'est que oui, moi j'essaye d'être... des fois on dit oui, mais vous l'avez déjà dit. Ben oui, mais excusez-moi, je ne vais pas changer d'avis toutes les minutes juste pour faire une dépêche AFP. Donc oui, je vais continuer à défendre le revenu universel d'existence tout au long de la campagne. Et je vous dis ça parce que souvent dans votre métier, quand on passe d'une émission à une autre, vous avez des journalistes qui me disent oui, mais ça vous l'avez déjà dit dans l'émission d'avant, on veut quelque chose de nouveau. Ben oui, mais bon, excusez-nous, on va essayer d'être un peu constant. Ben moi, je vais répéter avec un peu de constance les priorités qui sont les miennes. Et les miennes, et à mes yeux aujourd'hui, la question du progrès social et la justice sociale est une question centrale, comme la question du travail, c'est-à-dire du bien-être au travail, qui me semble avoir été délaissé pendant de trop nombreuses années. Merci Benoît Hamon, il est bientôt 19h10 et je crois que vous avez un meeting à Réouil-Saint-Clair ce soir. Sur le revenu universel d'existence et le travail. Eh bien écoutez, on va vous laisser partir à ce meeting, on va remercier nos lecteurs, vous remercier Benoît Hamon d'avoir participé à ce Face aux éditeurs sur Tendance Ouest. Merci à vous. Merci à vous.